signaler à l'Occident ou construire sa souveraineté? Le Burkina Faso tend la main à l'Iran. Mais à quel prix et pour quoi faire? C'est facile de voir dans ce rapprochement un simple défi lancé à Paris, Washington ou Bruxelles. Mais est-ce vraiment ça, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se joue? Regardez la scène. D'un côté, l'Iran, cible permanente de sanctions, de tensions nucléaires, d'isolement imposé par l'Occident. De l'autre, le Burkina Faso, pris dans une spirale d'instabilité et en quête de solutions nouvelles, alors que les modèles sécuritaires traditionnels, français, américains, européens, n'ont pas réussi à ramener la paix durable dans le Sahel. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, ces deux États affichent une volonté commune: la souveraineté, la résistance et surtout, la capacité d'agir par eux-mêmes. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi choisir un partenaire qui, aux yeux du monde, reste une figure de résistance et d'indépendance face à l'Occident? Iran ne vient pas avec des promesses de confort ou d'intégration dans le système international dominant. Au contraire, Téhéran a appris à fonctionner en dehors, sous pression, en créant ses propres routes commerciales, en développant sa propre industrie de défense, en s'habituant à l'incertitude. Pour le Burkina Faso, c'est une expérience qui fait écho. Quand on est confronté à l'instabilité, aux sanctions potentielles, quand on n'a plus rien à perdre en testant des alternatives, étendre ses options devient un acte stratégique, pas idéologique. Le vrai risque, ce n'est pas de changer de maître. C'est de tomber dans une nouvelle forme de dépendance, ou pire, de s'isoler davantage alors que le besoin de solutions concrètes est urgent. Pour gagner du temps face à la crise, pour obtenir une flexibilité financière, pour renforcer sa capacité de négociation, et enfin, pour sortir de l'image du Sahel comme simple terrain de jeu des grandes puissances. Mais avant de juger si ce pari peut réussir, il faut comprendre ce que l'Iran représente vraiment dans l'ordre mondial, et pourquoi cette expérience intéresse tant le Burkina Faso. L'Iran, laboratoire de résilience sous sanctions. Pourquoi le Burkina Faso observe-t-il ces méthodes? Depuis plus de 40 ans, l'Iran vit sous pression. Sanctions américaines, européennes, isolement financier, restrictions sur l'exportation du pétrole, exclusion des réseaux bancaires mondiaux. Sur le papier, c'est une asphyxie programmée. Pourtant, l'État iranien ne s'est pas effondré. Au contraire, il a appris à contourner les obstacles, à miser sur ses propres ressources, à faire émerger des solutions là où l'accès extérieur se fermait. L'industrie de défense iranienne s'est développée presque en vase clos, les circuits financiers alternatifs se sont multipliés, et l'ingéniosité locale a pris le relais, là où l'argent étranger faisait défaut. En matière de résilience sous contrainte, peu de pays ont expérimenté autant, aussi longtemps. Mais pourquoi cela fascine-t-il aujourd'hui le Burkina Faso, et plus largement les pays du Sahel? Ce n'est pas une question d'affinité idéologique ou de défiance aveugle envers l'Occident. C'est avant tout une question de survie stratégique. Depuis des années, le Sahel évolue dans un environnement d'instabilité chronique. Menaces sécuritaires, sanctions internationales, pression diplomatique grandissante. Pour un pays comme le Burkina Faso, qui redéfinit en ce moment même ses alliances et teste de nouvelles marges de manœuvre, observer comment l'Iran a survécu et parfois prospéré, malgré l'isolement, ce n'est pas de la provocation. C'est une leçon de négociation. Imaginez, quand vous faites face à un bloc puissant qui pense avoir le monopole de vos options, chaque nouvelle porte que vous ouvrez, c'est un levier de négociation supplémentaire. L'objectif n'est pas forcément d'aller vivre derrière cette nouvelle porte. L'Iran ne devient pas le nouveau modèle, à copier sans réserve, mais de prouver que vous n'êtes plus enfermé dans l'ancienne. Cette logique, ce n'est pas une idéologie, c'est de la stratégie pure. Montrer qu'on peut frapper à d'autres portes, c'est refuser d'être piégé dans un seul schéma. Voilà pourquoi le rapprochement entre le Burkina Faso et l'Iran n'est pas une soumission, mais une expérimentation. Les autorités burkinabées ne cherchent pas un nouveau maître. Elles cherchent à multiplier les options, à élargir la gamme des possibles, sans tomber dans une nouvelle dépendance. S'inspirer de l'Iran, c'est apprendre à gérer la pression, à se donner le droit d'essayer, à construire une souveraineté plus robuste sans céder aux sirènes de l'alignement automatique. Mais le risque est réel. S'ouvrir à de nouveaux partenaires peut vite basculer en dépendance
si l'on confond utilité ponctuelle et alignement de long terme. La clé, c'est de garder l'initiative, adapter, expérimenter, mais ne jamais déléguer son destin. Ce que le Burkina Faso retient de l'expérience iranienne, c'est cette capacité à transformer la contrainte en laboratoire d'innovation, à survivre sans perdre la main sur ses priorités. Ce n'est pas un virage contre l'Occident. C'est un essai, une nouvelle latitude prise dans un monde où le monopole occidental s'effrite, où la multipolarité devient la norme. Mais au fond, le vrai changement au Sahel ne vient pas de Téhéran ou de Moscou. Il commence dans les villages, là où l'échec du modèle occidental est devenu tangible, là où les populations cherchent à reprendre la main sur leur propre sécurité, sur leur avenir. Des milliards investis, mais l'insécurité persiste. Le Sahel remet en question ses alliances. Depuis plus d'une décennie, les forces françaises, américaines et européennes sont présentes au Sahel avec une ambition affichée: restaurer la sécurité, éradiquer le terrorisme, stabiliser la région. Mais au fil des années, la réalité s'impose. Malgré les opérations coûteuses, malgré l'aide internationale, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Pour beaucoup, elle s'est même aggravée. Les populations locales assistent, impuissantes, à la multiplication des attaques, à l'extension des zones sous contrôle des groupes armés, à l'exode et à la peur quotidienne. Les grands partenaires occidentaux, ceux qui promettaient stabilité et développement en échange de leur présence militaire, voient leur discours perdre en crédibilité. La question n'est plus seulement « que fait l'Occident pour nous ?», mais « pourquoi les choses empirent-elles alors qu'ils sont là ?» Ce doute, ce désenchantement, il se transforme en colère, puis en rupture. On l'a vu au Mali, puis au Burkina Faso, puis au Niger. Les coups d'État récents sont l'expression la plus visible de cette perte de confiance envers le paradigme sécuritaire occidental. Les nouveaux dirigeants, sortis des rangs de l'armée, incarnent le rejet d'un modèle perçu comme inefficace, parfois même complice d'une spirale d'instabilité. Mais il ne s'agit pas seulement d'un rejet, d'une posture de défi. C'est aussi l'émergence d'une volonté d'autonomie, de souveraineté retrouvée, qui prend aujourd'hui la forme d'une coordination régionale inédite. Avec la création de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent à reprendre la main sur leur propre sécurité. Ce n'est pas une simple déclaration d'indépendance, c'est une tentative de refonder les règles du jeu, d'écrire un nouveau scénario où ce sont les acteurs locaux qui décident, qui coordonnent, qui apprennent à s'entraider. Évidemment, ce choix comporte des risques. S'écarter du modèle occidental, c'est s'exposer à des rétorsions, sanctions économiques, coupures d'aide, isolement diplomatique. Mais pour beaucoup, le statu quo n'est plus une option. L'insécurité chronique, les humiliations répétées, la dépendance financière et militaire, tout cela pousse à expérimenter d'autres voies, à tester de nouveaux équilibres. Après tout, l'instabilité est déjà là. La peur de perdre les anciens alliés paraît moins paralysante que le sentiment d'être prisonnier d'un cercle vicieux. C'est dans ce contexte que le Burkina Faso et ses voisins regardent au-delà des partenaires traditionnels. La diversification des alliances devient presque une nécessité vitale. L'Iran, la Russie, la Turquie, la Chine, autant de puissances qui, chacune avec leurs intérêts, proposent des alternatives. Mais il serait réducteur d'y voir une simple fuite vers de nouveaux maîtres. Ce que le Sahel cherche, c'est une marge de manœuvre, la possibilité de négocier d'égal à égal, de ne pas dépendre d'une seule sphère d'influence. Ce mouvement vers la multipolarité n'est pas sans danger. Multiplier les partenariats, c'est aussi multiplier les sources de pression, les risques d'instrumentalisation. Mais là où la dépendance à un seul acteur enferme, la diversification, si elle est maîtrisée, peut offrir une flexibilité nouvelle. L'enjeu, pour le Burkina Faso et ses voisins, c'est d'apprendre à tirer parti de la concurrence entre puissances pour renforcer leur propre capacité d'action, et non pour se retrouver à nouveau en position de terrain de jeu. Alors, face à l'échec du modèle occidental, la diversification, et notamment le rapprochement avec l'Iran, apparaît non pas comme une cause, mais comme la conséquence logique d'une profonde réorganisation interne du Sahel.
Ce n'est pas l'arrivée de nouveaux partenaires qui a déclenché le changement, c'est la quête d'autonomie, la nécessité de trouver des réponses là où les anciennes solutions ont échoué, qui pousse aujourd'hui le Sahel à explorer d'autres horizons. Reste à savoir, comment ces nouveaux choix peuvent-ils se traduire concrètement sans que le Sahel ne tombe dans de nouvelles formes de dépendance? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Quitter la dépendance occidentale. Mais à quel prix dans un monde multipolaire? C'est là que le débat devient inconfortable et en même temps passionnant. Aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Les États-Unis gardent une puissance militaire et culturelle. L'Europe conserve son poids économique. Mais la Russie projette sa force. La Chine tisse des routes commerciales et érige des infrastructures. La Turquie exporte sa technologie de défense. Les pays du Golfe multiplient les investissements, pendant que l'Iran, lui, ouvre des canaux diplomatiques nouveaux en direction du Sud global. Ce paysage est surpeuplé, et cette surpopulation rebat les cartes. Hier, on patientait devant une seule porte. Aujourd'hui, il y en a 5, et il faut négocier devant chacune. C'est toute l'idée de la marge de manœuvre offerte par la multipolarité. Mais cette nouvelle configuration n'est pas automatiquement synonyme d'émancipation. Elle exige, au contraire, une discipline stratégique encore plus grande de la part des États qui veulent tirer leur épingle du jeu. Car lorsque les grandes puissances rivalisent, le danger historique, bien connu de l'Afrique, ressurgit. Devenir un terrain d'affrontement au lieu d'un vrai acteur. On l'a vu pendant la guerre froide. L'aide venait avec l'alignement, la sécurité avec des attentes, la souveraineté devenait conditionnelle. Aujourd'hui, la scène semble différente, mais le risque demeure. Multiplier les partenariats sans vigilance peut remplacer une dépendance unique par une fragmentation encore plus complexe. Alors, comment éviter ce piège? Comment un pays comme le Burkina Faso peut-il profiter de la compétition multipolaire sans perdre le contrôle? Tout commence par la clarté des objectifs. Si la seule priorité est la survie du régime, chaque partenariat extérieur devient un bouclier, certes, mais un bouclier où chaque protection impose sa propre chaîne. À l'inverse, si l'objectif est de développer la capacité nationale, former ses forces, bâtir une industrie de défense, améliorer la coordination du renseignement, alors il faut juger chaque partenariat sur ce qu'il laisse derrière lui, pas seulement sur ce qu'il offre à court terme. Il y a des garde-fous essentiels à installer. Premièrement, aucun acteur extérieur ne doit contrôler à la fois la formation, l'équipement et le renseignement. Sinon, la dépendance revient par la fenêtre. Deuxièmement, l'ancrage régional doit rester plus qu'un symbole. La cohésion entre États sahéliens est la seule force capable de faire contrepoids à la pression extérieure. Troisièmement, une transparence totale sur les intérêts en jeu est indispensable. Qu'ils viennent d'Occident ou d'ailleurs, tous les partenaires ont leurs propres agendas. L'ignorer, c'est s'aveugler volontairement. Et c'est là que s'inscrit la démarche du Burkina Faso avec l'Iran. D'un côté, Téhéran cherche à briser son isolement en tissant des liens au-delà du cercle occidental. De l'autre, Ouagadougou veut diversifier ses canaux de sécurité, car la situation reste incertaine. C'est rationnel. Mais le piège, c'est lorsque la rationalité glisse vers une alliance idéologique ou émotionnelle. La multipolarité récompense ceux qui gardent la tête froide. Et, fait rarement dit dans les commentaires occidentaux, cette diversification force l'Occident à revoir sa propre posture. Si les États africains démontrent qu'ils peuvent fonctionner hors des réseaux occidentaux exclusifs, alors l'Occident doit choisir, renégocier sur un mode plus égalitaire ou durcir la pression, mais toute pression excessive ne fait qu'accélérer la diversification. Cette multiplicité, ce n'est pas seulement un test pour le Sahel, c'en est aussi un pour l'Occident. Est-ce qu'on est prêt à accepter l'Afrique comme un égal stratégique et non plus comme un espace à gérer? Et surtout, les États africains sauront-ils maintenir l'unité interne nécessaire pour manœuvrer sur cet échiquier mondial, sans devenir eux-mêmes l'échiquier, la simple surface de jeu des autres? Dans tout cela, n'oublions pas, le pouvoir ne passe pas seulement par les armes, les sanctions ou les routes commerciales. Il se diffuse aussi par le langage. Regardez comme on parle de « influence iranienne » dès que le Sahel dialogue avec Téhéran,
alors que la présence occidentale est souvent décrite comme coopération ou soutien à la stabilité. La sémantique n'est jamais neutre. Elle fabrique des perceptions avant même que la réalité ne s'impose. Le choix des mots, c'est déjà un terrain de bataille. Pour les dirigeants sahéliens, l'élargissement des partenariats de défense, même avec des pays sous sanctions, est donc aussi une décision de communication. Dire au monde que l'on refuse de se laisser enfermer. Mais attention au piège. Si la diversification est perçue comme une hostilité, la réponse occidentale peut être la fermeture, l'isolement, voire les sanctions, ce qui ne ferait qu'alimenter l'argument de la coercition extérieure. Il faut donc garder l'œil sur l'essentiel. L'agilité, la négociation, la capacité à garder la main, sans se laisser happer par la polarisation idéologique. C'est là que tout va se jouer. La discipline stratégique du Sahel sera plus cruciale que jamais face à la pression croissante des puissances extérieures et à la bataille des récits qui ne fait que commencer. Diversifier, oui, mais avec des garde-fous concrets. Parce que la diversification, si elle n'est qu'un changement de façade ou un slogan, risque de devenir un piège. Pour que ce mouvement profite réellement au Sahel, 3 conditions s'imposent, 3 garde-fous, sans lesquels l'expérience n'est qu'un symbole de plus dans le grand théâtre des puissances. Premier garde-fou, pas de pipeline unique. S'ouvrir à de nouveaux partenaires, ce n'est pas simplement troquer Washington contre Téhéran, Paris contre Moscou ou Bruxelles contre Pékin. Il ne s'agit pas de tomber de Charybde dans Scylla, de fuir une dépendance pour s'enchaîner à une autre. Aucune alliance ne doit redevenir exclusive. Chaque partenariat doit rester transactionnel, limité, négocié à la pièce et réversible. Si le Burkina Faso ou d'autres pays du Sahel verrouillent leur avenir à un seul nouvel acteur, ils recréent le cercle vicieux de la dépendance, cette fois sous une autre bannière. Deuxième garde-fou, l'ancrage régional. La véritable autonomie ne se construit pas seulement dans les capitales étrangères, mais d'abord dans la solidarité entre voisins. L'Alliance des États du Sahel, par exemple, a plus de sens qu'une signature isolée avec une grande puissance lointaine. Si la diversification ne renforce pas la coopération sous-régionale, elle reste fragile. Les solutions doivent venir d'Abidjan, de Niamey, de Bamako, de Ouagadougou, pas seulement de l'extérieur. C'est dans la coordination des politiques, la mutualisation du renseignement ou la gestion commune des frontières que la souveraineté devient palpable. Troisième garde-fou, la transparence des intérêts. Multiplier les partenaires, c'est multiplier les risques de malentendus ou de manipulation. Chaque accord doit être explicite, documenté, discuté publiquement. C'est la meilleure arme contre la narrative qui réduit le Sahel à un simple pion, à un symbole dans le récit des autres. Parce qu'on le voit, dès qu'un pays du Sahel diversifie, les gros titres tombent, l'influence iranienne s'étend en Afrique. Le Sahel bascule, ou alors défie à l'Occident. Mais rares sont les articles qui détaillent, chiffres à l'appui, ce que ces nouvelles relations changent vraiment sur le terrain. Il y a là un risque, être avalé par le récit des autres et devenir l'adjectif de leur histoire. Or, la jeunesse du Sahel, elle, n'achète plus les discours. Ce qui compte, ce sont les faits. Est-ce que la sécurité s'améliore? Est-ce que l'économie respire? Est-ce que les décisions sont prises à Ouagadougou ou dictées de l'extérieur, que ce soit par un partenaire ancien ou nouveau? Pour mesurer l'impact réel, il faut des indicateurs clairs. Territoire repris aux groupes armés, formation des militaires, fluidité des chaînes d'approvisionnement, capacité à résister aux pressions économiques ou diplomatiques sans panique. Si la diversification produit ces bénéfices tangibles, alors le Sahel aura franchi un cap, passé du symbole à la réalité. Mais si rien ne bouge, si les alliances restent des annonces, ou si l'ingérence étrangère change juste de visage, la promesse se dissout dans la répétition des erreurs du passé. La réputation, la crédibilité, tout cela se joue maintenant. Reste à savoir si ce moment d'expérimentation se transformera en modèle durable d'autonomie. Le Sahel sera-t-il architecte de son destin, ou redeviendra-t-il un simple terrain de jeu? C'est la question qui plane sur tout ce débat. Parce que finalement, ce ne sont pas les annonces fracassantes à Téhéran, ni le ballet des ambassadeurs, ou les propos durs contre l'Occident qui vont faire basculer l'histoire.
Ce sont les résultats, concrets et mesurables, qui décideront si cette nouvelle stratégie porte vraiment ses fruits. Si l'élargissement de la coopération militaire avec l'Iran donne, par exemple, de réelles avancées, une surveillance plus efficace des frontières, un partage de renseignements plus poussé entre États sahéliens, une meilleure coordination face aux menaces transnationales, alors oui, la diversification devient réelle. Si ces liens alternatifs offrent au Burkina Faso et à ses voisins une marge de manœuvre financière, surtout pendant des périodes de tensions diplomatiques, alors l'optionalité prouve sa valeur. Et si, enfin, la cohésion régionale s'affirme, si les institutions internes gagnent en solidité et en indépendance, on pourra dire que la souveraineté n'est plus simplement un discours, mais une réalité qui s'installe. Mais attention, si rien de tout cela ne se matérialise, si ces partenariats restent à l'état de symbole, si la fragmentation interne s'aggrave, ou si de nouveaux acteurs étrangers commencent à dicter leurs priorités, le risque est clair. Ce serait alors une répétition de l'histoire. De nouveaux drapeaux, mais les mêmes dépendances, la même incapacité à imposer ses propres choix. Et c'est là que réside le vrai enjeu, pour le Burkina Faso comme pour toute la région. Car l'engagement dans la multipolarité n'offre pas de garantie. C'est une opportunité, pas un filet de sécurité. Les grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou non, cherchent toutes un avantage. Rien de plus normal en politique internationale. Ce qui change aujourd'hui, c'est que des États sahéliens osent enfin revendiquer cette optionnalité, cette capacité à choisir et à diversifier. Alors, sommes-nous prêts, collectivement, à faire preuve de la lucidité et de la discipline nécessaires? La souveraineté, ça ne se mesure pas au nombre de partenaires affichés, ni à la virulence des discours. Elle se mesure à la capacité de dire non sans s'effondrer, à négocier sans céder son autonomie, à résister aux pressions sans paniquer. C'est ça, la vraie épreuve qui arrive. Car si les partenaires occidentaux s'adaptent et acceptent de traiter le Sahel sur un pied d'égalité, la région y gagnera en pouvoir de négociation. Mais s'ils cherchent au contraire à refermer les rangs, à punir la diversification, alors la détermination des États sahéliens sera mise à rude épreuve. Quoi qu'il arrive, une page se tourne. L'ère de la dépendance à sens unique touche à sa fin. L'avenir du Sahel, sa capacité à s'imposer et à négocier selon ses propres intérêts, sera jugé non pas à l'aune des symboles, mais des structures durables mises en place. Cette chance de rupture n'appartient ni à l'Iran, ni à l'Occident, mais bien au peuple du Sahel. La vraie question, c'est: saura-t-il transformer ce moment d'expérimentation en un modèle solide de puissance autonome, ou se laissera-t-il encore une fois enfermer dans les rivalités des autres? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel avenir souhaitez-vous pour la région? Si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle exploration.